Bonsoir à tous et merci de démarrer votre soirée sur BB24. C'est le grand rendez-vous au grand complet ce soir avec 4 rubriques et suivi bien sûr du journal, le journal qui viendra à 19h45 exactement. On démarre tout de suite par la météo. La tuberculose est une maladie contagieuse et qui continue de faire peur, bien sûr. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, on peut en guérir, on peut guérir de la tuberculose. Nature et bien-être nous éclairent sur sa prise en charge dans un instant. Autant savoir nous plonge dans le monde des enfants et celui des médias. La principale question est de savoir comment mettre les médias au service du respect du droit des enfants. Les programmes TV vont donc passer au scanner de l'invité de Agnat Onifade-Bello. Face à une agression, le premier réflexe à avoir, c'est de se sauver. Pourquoi pas? Alors, et comment peut-on réussir à sortir des mailles de l'agresseur? Il faut donc maîtriser les techniques d'autodéfense selon certains spécialistes. Alors, ce sont les femmes béninoises qui sont d'ailleurs même gâtées en la matière par les organisateurs de cette séance d'initiation aux techniques d'autodéfense. Mais comment ça marche en réalité? La réponse avec l'expert de ce grand rendez-vous, c'est pour tout à l'heure. Et puis on finira en beauté certainement ce grand rendez-vous quand on parlera d'un des secrets de la beauté des fêtes au Bénin et partout d'ailleurs dans le monde. Il s'agit de la décoration événementielle. C'est un métier qui a pris au Bénin et qui marche, pourquoi pas. Et comment devient-on alors décorateur événementiel? Voilà donc une des questions auxquelles va donc répondre l'invité de Fulgencia Rontonji. Ce sera sur beauté au pluriel. Le grand rendez-vous, c'est également le journal qui viendra à 19h45 avec à la présentation Estelle Pazou qui est déjà là. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous Atioum. Alors on vous retrouve tout à l'heure à 19h45 exactement pour le journal avec quel menu? Alors, à quoi ressemble un marché quand il est en majorité animé par les vendeurs? On peut s'en faire une idée, mais on verra la réponse à travers le cas de Missiébor, le marché de friperie de Cotonou. L'épilepsie ou encore la maladie de la honte sera au cœur d'un sujet réalisé par Heureuse Danondé. Cause, manifestation et remède de la maladie, tous les détails sont à suivre à 19h45. Et puis, nous entendrons Jaurès Koukpemedi, lauréat du FESPACO 2019. Son film Incompris a reçu le premier prix du film d'école. Merci à vous, Estelle Pazou, pour la présentation des sujets à débattre, des sujets à développer, pardon, tout à l'heure à 19h45 exactement. On commence maintenant avec les plateaux et là, on ouvre par Nature et bien-être.
La tuberculose, une maladie contagieuse qui fait peur encore. On se demande comment elle est donc prise en charge au Bénin, cette maladie. Nous allons en parler dans un instant et juste après ce reportage de Angela Kpedia qui nous parle de la prise en charge de cette maladie au Bénin. Regardez. Au total, le Bénin dispose de 57 centres de dépistage et de traitement de la tuberculose. Le Centre national hospitalier de pneumophysiologie Lazare de Cotonou reçoit à lui seul environ 800 cas de tuberculose par an. Et tout commence par le dépistage. Les malades viennent généralement pour une toux qui dure plus de 8 jours. Une fois que le médecin le voit et qu'il est suspect, on lui demande un examen de crachat et une radio si éventuellement il a les moyens. L'examen de crachat est gratuit. On fait 2 examens et on trouve le bacille. Si on trouve le bacille, le même jour, immédiatement, ici lorsque les gens viennent le matin à 8 h, à 11 h, le résultat est sorti et on dit qu'il est tuberculeux et le même jour, on le met sous traitement. Mais le traitement, ce n'est pas comme la grippe où vous allez traiter pendant 2 jours, 3 jours. Donc ce malade a besoin d'abord des conseils pré-thérapeutiques pour lui faire comprendre que s'il ne peut pas traiter pendant 6 mois, il risque encore de revenir avec une rechute ou d'autres complications. Donc on le prend, on lui explique et nous hospitalisons, si c'est possible, pendant les 2 premiers mois pour lui permettre de bénéficier du traitement. Le Programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin réalise de grandes performances grâce à son organisation. Par exemple, sur 100 malades de la tuberculose soignés, environ 90 sont guéris, mais au prix d'un traitement directement observé par le personnel soignant sur les différents sites. 15% de nos tuberculeux sont co-infectés par le VIH. Et là, ça pose un sérieux problème dans la mesure où il faut non seulement prendre en charge l'infection VIH, mais il faut également traiter la tuberculose. Nous avons au moins 98% de nos malades qui acceptent de faire le test et pour lesquels nous avons leur statut sérologique. C'est un élément important. Dans certains pays, c'est 20%, 15%, etc. Un troisième élément, c'est que une fois que ces malades sont dépistés, co-infectés, le premier jour, on met en branle le traitement de la tuberculose. Il reste à s'occuper de l'infection VIH. Et l'infection VIH, nous sommes en collaboration, en partenariat avec le programme du SIDA et nous avons aujourd'hui 94% de nos malades qui prennent les ARV 3-4 semaines après le début du traitement par la tuberculose. Une autre performance à mettre à l'actif de ce programme est le taux de succès de la prise en charge des malades multirésistants. Il est estimé à 89%. Malgré tout, le dépistage actif est à accroître, entre autres défis. C'est un travail très difficile. Vous allez parler à des gens qui sont malades, qui sont désespérés, qui pensent à leur vie et vous devez les convaincre à prendre des traitements. Donc ça, c'est un gros problème, l'insuffisance en ressources humaines. Il faut aussi espérer que les acquis du programme soient maintenus et renforcés. Allez, merci beaucoup à vous, Angela Kpedia, pour ce tour que vous nous avez fait faire donc, à Lazare, à Cotonou, à Kpakpa, pour donc voir comment donc, ces malades sont pris en charge, ces malades de tuberculose. On revient en plateau avec le professeur Gildas Agodoupessi, il est pneumologue au centre Lazare. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Vraiment, vraiment. Bonsoir également à vous. Yasmine Damata, comment allez-vous? Asmine Gaba, bonsoir. C'est Amis téléspectateurs, bonsoir également. Docteur, vraiment un plaisir bonsoir. de vous retrouver sur ce plateau pour parler de la tuberculose avec une bonne information, c'est qu'on peut donc guérir de la tuberculose. Bien sûr, Asmine Gaba, on peut guérir de la tuberculose. Et je m'en vais demander directement au docteur, est-ce que réellement on peut guérir de la tuberculose? Oui, vous avez raison. Effectivement, la tuberculose est une maladie qui longtemps a fait peur de par son histoire. Il y a encore quelques années, on n'avait pas de médicaments assez efficaces et dans l'entendement du commun des Béninois, c'est que c'est une maladie qui ne finit pas. Mais je peux vous dire avec certitude que désormais, nous avons des médicaments très efficaces. Il suffit juste de bien suivre les règles du traitement, on est guéri et on n'en parle plus. Mais comment se fait alors le processus vers la guérison? Alors, effectivement, le processus vers la guérison, il est un peu long, mais c'est un des processus les plus sûrs, je vais vous dire.
une fois qu'on a fait le diagnostic de la tuberculose, le traitement aujourd'hui est un traitement qui est long, qui dure en moyenne 6 mois. Et pendant 6 mois, tous les matins, il faut avaler les médicaments à la même heure. Et vous voyez, il y a beaucoup d'avancées par rapport à quelques années où il fallait prendre beaucoup d'injections, il fallait faire beaucoup de piqûres, il fallait faire beaucoup d'allers-retours. Mais aujourd'hui, c'est juste des comprimés qu'on avale. Au maximum 4 comprimés et tous les matins et pendant 6 mois, c'est fini comme je vous disais. Vous avez dit à la même heure. 4 comprimés à la même heure. Mais comment suivre ces gens-là? C'est sûr de l'heure, être sûr pour ne pas oublier. Justement, c'est tous les matins à jeun. Donc, quand vous êtes réveillé, vous avez fait votre toilette intime, votre premier réflexe, c'est d'avaler vos médicaments. Donc, carrément, c'est d'avoir un réveil. Dès que ça sonne 6 heures, tu prends ton médicament, tu prends. Oui, bon, bien sûr, nous parlons, quand je dis la même heure, ce n'est pas la même heure à l'horloge exacte suisse. C'est ce qu'on se disait. C'est pratiquement tous les matins à jeun. À jeun, voilà. Et pendant les 2 premiers mois du traitement, nous exigeons que ce traitement-là soit pris devant l'agent de santé. Pendant ces 2 premiers mois également, ça permet également de bien suivre le patient, de lui donner le pli nécessaire et après les prises également, de lui permettre d'en savoir un peu plus sur sa maladie. Donc, il y a des séances de causerie qui suivent ces prises-là. Et au bout de 2 mois, lorsqu'il est bien assez entraîné, on l'autorise désormais à rentrer chez lui. Et cette fois-ci, on peut lui donner des dotations ponctuelles de médicaments. Donc, c'est ce qui justifie le fait que vous internez ces malades-là. Alors, l'internement n'est pas obligatoire. Nous gardons ceux-là qui, au moment de la maladie, malheureusement, sont encore nombreux et nous travaillons pour cela, qui sont vus avec des complications. Sinon, une tuberculose qui est simple, on n'a pas besoin de vous garder. On identifie le centre de santé le plus proche de votre domicile où on vous confie à l'agent de santé qui est là. Ces centres de santé où on prend en charge, on les appelle les CDT. Donc, on identifie le CDT le plus proche de votre domicile et puis vous allez là tous les matins, vous prenez vos médicaments jusqu'à la fin des 2 mois. Et à la fin des 2 mois, toujours à ce même endroit, on vous donne maintenant les médicaments par tempérament, soit de 15 jours, d'1 mois ou de 45 jours, fonction de votre lieu de domicile et également en fonction de la façon dont l'agent de santé apprécie votre observance. Et ce traitement va se poursuivre avec des contrôles périodiques jusqu'à la fin des 6 mois. Alors, je rappelle que docteur, il est le chef service prise en charge au centre Lazaret. Oui. Donc, par rapport à la prise en charge, elle est gratuite ou le patient doit payer? Alors, le traitement est un traitement qui est entièrement gratuit. Entièrement gratuit. Et dans le cadre du programme, nous disons que dès l'instant où nous découvrons quelqu'un qui entre dans le système de santé et sur lequel on fait un diagnostic de tuberculose, tous les agents de santé sont normalement formés pour faciliter la gratuité des soins à ces patients-là, pour le conduire à la guérison. Aujourd'hui, le centre Lazaret nous informe qu'il y a 4000 cas chaque année, mais qui sont diagnostiqués en tuberculeux. Comment se fait que chaque année, il y a toujours 4000? Pourquoi ce taux n'est pas réduit? Alors, effectivement, là, vous posez un problème très important qui est d'ailleurs là la problématique de la lutte anti-tuberculose. Alors, chaque année, effectivement, nous avons autour de 4000 cas. L'année 2017, nous avons eu exactement 4096. L'année d'avant, on était à 3800, ainsi de suite. Donc, 4000 cas, c'est pour tout le pays. Et nous pensons que les 4000 cas ne résument pas la situation encore dans le pays. Il y en a encore qui sont malades, qui n'accèdent pas encore au système de santé. Voyez-vous, c'est ceux-là, les 4000 cas représentent ceux-là qui sont allés dans une structure de santé, qui ont bénéficié d'un test et qui a permis d'obtenir le diagnostic. Malheureusement, encore, il y en a qui restent dans leur maison parce qu'ils ne sont pas au courant des signes de la maladie, ou parfois, quand ils sont au courant, ils éprouvent encore une honte qui malheureusement persiste et qui font qu'ils n'accèdent pas au système de santé. Alors, mais est-ce que ces 4000 cas sont des gens qui sont liés aux anciens patients que vous aviez eus? Alors, les anciens patients, oui, c'est ceux-là que nous appelons des retraitements, c'est-à-dire, il peut y arriver, mais cette situation reste quand même assez marginale, on doit dire. On doit dire. Sinon, normalement, quand les gens ont fini le traitement de la tuberculose,
a priori, ça ne revient pas. Mais on a quelques cas quand même où ça revient en rapport. Et là, ça m'amène à vous parler des facteurs de risque de la maladie. D'accord. Vous voyez, c'est ça toute la complexité de la tuberculose. Tuberculose. Il ne suffit pas d'entrer en contact avec le germe de la maladie et le lendemain, vous développez la maladie. Non. Si vous entrez en contact avec quelqu'un qui a le virus de la fièvre Lassa, ou bien si vous entrez en contact avec quelqu'un qui a la grippe, dès le lendemain, vous commencez à mal vous sentir, vous ferez la grippe. La grippe. Ce n'est pas le cas dans la tuberculose. Vous entrez en contact avec quelqu'un qui a la tuberculose, normalement, à partir dès cet instant où le germe est rentré dans votre organisme se défend. Mais malheureusement, certaines situations vont faire que votre organisme n'arrivera pas à se défendre. C'est ça qui va faire que le mal va prendre le dessus. Mais quelles sont ces situations alors? Alors, ces situations sont nombreuses. On parle généralement des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque-là, nous en avons qui sont liés un peu à l'environnement. Si vous êtes, par exemple, dans un environnement où il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de gens qui ont la tuberculose, la probabilité est un peu plus forte. Parce que vous recevez tous les jours une charge de germes qui, à la longue, va s'accumuler. Si vous êtes également dans un environnement où c'est trop serré, la promiscuité, voilà, une chambre a priori qui est réservée pour une personne et puis 20-30 personnes se retrouvent dedans, vous voyez, si un tuberculeux rentre là, il va ensemencer facilement. Il y a d'autres également qui sont liés à l'environnement, la promiscuité qui rejoint un peu le cadre de vie, l'environnement sain, mais il y a également tous ces facteurs-là ont comme dénominateur commun la pauvreté, voyez-vous. C'est souvent dans ces milieux de pauvreté, d'extrême pauvreté, que malheureusement... Il paraît que les fumeurs aussi... Les fumeurs aussi, là je viens, les fumeurs c'est beaucoup plus spécifiquement propre à l'individu. Bref, tout ce qui va faire que son organisme n'aura pas la résistance nécessaire pour lutter contre le germe va favoriser le développement de cette tuberculose. C'est comme quoi la tuberculose pullule partout dans l'air. Nous avons déjà tous été, sans préjugés, nous avons été déjà en contact avec le germe de la tuberculose, mais nous ne développons pas la maladie parce que nous n'avons pas les facteurs de risque de cette maladie. C'est le cas du docteur qui est tout le temps au centre, mais qui n'a pas la tuberculose. Exactement. Comme j'aime bien dire, moi je suis tout le temps avec les tuberculeux, mais je n'ai pas la tuberculose. Parce que je n'ai pas ces facteurs de risque-là. Le premier facteur de risque, c'est la malnutrition. Quand on mange mal, son organisme n'arrive pas à se défendre, on va développer la tuberculose quand le germe va rentrer. Il y a d'autres maladies. Et parmi ces maladies, il y a la maladie du sida, par exemple, le VIH, qui va affaiblir les résistances. Et malheureusement encore, c'est à cette occasion qu'on va découvrir que quelqu'un a le sida. Vous voyez? Et généralement, ça allie non seulement la tuberculose, mais d'autres complications et qui vont faire qu'on va avoir beaucoup de décès dans cette population, particulièrement de gens qui ont le VIH. Il y a les autres maladies, je ne pourrais pas vous donner la liste, mais retenez que toute maladie qui fragilise l'organisme et qui l'empêche de se défendre contre ce germe-là va être un facteur de risque sur lequel la tuberculose va survenir. Bien sûr, donc en résumé, c'est la pauvreté, c'est la faiblesse de l'organisme qui l'amène à se développer. Voyez-vous, c'est ça toute la complexité de la maladie. Merci beaucoup, docteur. On a parlé de long en large de la prise en charge des différents facteurs de risque. Demain, avec vous, si possible, on parlera encore de la tuberculose chez les enfants. Voilà, Soumgaba. Merci beaucoup à vous, Yasmine Damanta, sur le sujet choisi. Je pense que nos téléspectateurs sont davantage éclairés sur cette maladie. Merci également à vous, professeur. Merci, c'est un plaisir. Vraiment, nous sommes très, très, très heureux et très éclairés, je pense bien. C'est mon avis, j'espère que c'est le même pour vous, chers téléspectateurs. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci avec... l'expert de ce grand rendez-vous. Avec lui, nous parlerons de techniques d'autodéfense, comment se sauver donc des mailles de l'agresseur. Les femmes sont gâtées. Si vous êtes là, suivez-nous tout de suite pour voir donc ces techniques-là. Alors, nous parlons aujourd'hui de techniques d'autodéfense. Et il paraît que ce sont des techniques qui permettent aux uns aux autres de se sauver des mailles de l'agresseur. Vous êtes l'initiateur d'une des séances qui
initie les femmes particulièrement aux techniques d'autodéfense. Monsieur Fagboron Béranger, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coach en autodéfense, c'est ça. Ah, mais pourquoi initier les femmes aux techniques d'autodéfense? Est-ce que c'est parce que c'est une couche vulnérable? Est-ce qu'elles sont davantage agressées? Dites-nous exactement ce qui vous a amené à cela. Voilà, je dis tout de suite que je vais commencer par définir l'autodéfense. Oui. L'autodéfense, c'est un outil qu'on met à la disposition des femmes qui va leur permettre, cet outil qui va leur permettre de se défendre face à un agresseur, que ce soit dans un espace public, privé ou professionnel. Quand on parle d'agression, on a plusieurs types d'agressions. Quand on parle d'autodéfense, il ne s'agit pas seulement des agressions physiques. Nous avons les agressions verbales, les agressions morales, les agressions psychologiques, les agressions économiques, les agressions financières, les agressions sexuelles, les agressions religieuses. Il y a plusieurs types d'agressions. Et donc, plusieurs types de techniques d'autodéfense aussi. Plusieurs types de techniques d'autodéfense. Donc, quand on parle d'autodéfense, c'est une approche globale de prévention, n'est-ce pas, et à la violence fondée sur le genre. Donc, l'autodéfense va formater les femmes, va les outiller, va leur donner des réflexes pour que face à une agression, elles soient en mesure de se défendre. Donc, l'autodéfense ne se va plus loin que donner des coups. Parce que tout de suite, quand on parle d'autodéfense pour les femmes, tout le monde pense que c'est aller donner des coups. Est-ce qu'il faut envoyer sa femme aller apprendre l'autodéfense pour venir défier à la maison, pour commencer par devenir une bagarreuse? Non. Ah ouais. L'autodéfense apprend à éviter l'affrontement. L'autodéfense apprend aux gens qui sont colériques à se calmer. L'autodéfense apprend l'estime de soi, qui va justement permettre à toute femme, face à un agresseur, de s'autoriser à se défendre. L'autodéfense va enseigner aux femmes et cette façon de pouvoir surmonter la technique pour surmonter la peur. Voilà. Donc, quand on parle d'autodéfense, c'est une approche globale et sur une approche globale de prévention contre n'est-ce pas, la violence. La violence. Voilà. Alors, si je comprends bien, ce ne sont donc pas des gestes techniques physiques que vous apprenez à ces femmes-là. Non. Donc, il y a également des coups, c'est pas la mentalité qui est travaillée, la façon de parler, de répondre, l'agressivité dans la parole on apprend donc à maîtriser. Et tout ça, c'est en réalité ça aussi. À l'entame des cours, oui. On enseigne toujours à la femme les causes de la violence. La violence peut émerger de quoi et quoi? Et toute forme de violence. Quand on parle de violence, on parle d'état d'âme de quelqu'un qui est devenu violent. Quelles sont les situations, quels sont les facteurs de risque pour que quelqu'un devienne violent? Okay. Donc, on commence par leur montrer comment la dopamine, qui est une substance, une hormone dans l'organisme qui, en étant en déficit, peut pousser quelqu'un à être agressif, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. On montre aux femmes comment l'alcool peut pousser à devenir agressif. On montre aux femmes comment l'éducation d'un homme qui a vécu dans un foyer où il y a toujours la bagarre peut devenir agressif. On montre à la femme comment les écarts de langage avec des gens peuvent amener à l'agressivité. On montre à la femme comment dans un milieu, son habillement peut pousser quelqu'un à devenir prédateur sexuel vis-à-vis d'elle. Donc on lui apprend tout ça. C'est un tout, c'est un package. L'autodéfense ne veut pas dire seulement aller au coup. Donc à l'entame, on leur enseigne ça. Et après ça, on leur enseigne comment dominer la peur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les 10 techniques qu'il faut mettre en application pour dominer sa peur? Comment est-ce qu'il faut ne pas se sous-estimer? Parce que quand on parle de violence, cette asymétrie de relations entre les hommes et les femmes fait que les hommes ils se croient au-dessus et les femmes se croient au-dessous, justement. Donc, l'estime de soi va montrer justement à la femme qu'elle n'est pas le sexe faible, comme les gens le disent. On dit que c'est l'injustice de l'homme envers la femme que de dire que la femme est un sexe faible. Donc, on va développer l'estime de soi chez la femme et cette estime de soi va la formater, va lui donner une carapace pour que face à des agressions verbales, des agressions physiques, sexuelles, psychologiques, la femme soit en mesure de se dire, écoutez, moi-même je vaux quelque chose et je ne permettrai pas à ce qu'on me rabaisse. Donc, non, c'est non. Il faut que chacun soit en mesure de connaître ses limites. Donc, l'autodéfense va apprendre à la femme de savoir fixer ses limites. Alors, si on va prendre un exemple de technique d'autodéfense verbale. Oui. Alors, tout de suite, je vais prendre un fait qui est récurrent dans notre ville à Cotonou, ici, oui. L'injure facile.
L'injure facile. L'injure facile. Vous savez, tous les jours ne sont pas dimanche, comme on a l'habitude de le dire. Il y a des gens, on peut les injurier 5 jours et un jour seulement les injurier, ils ont envie de répondre, ils ont envie de garer leur voiture, leur moto pour répondre à celui qui les a injuriés et tout. Alors, quand vous êtes victime d'injures faciles, la première des choses, c'est l'habitude de faire, de donner un petit exemple. Je dis souvent que le chef de l'État, notre président, le chef de l'État, et je suppose qu'il est dans sa voiture, en train de conduire sa voiture, et qu'un conducteur de taxi-moto Zémilian l'injurie. Et on suppose que... il ne sait pas que c'est le chef de l'État. Il ne sait pas que c'est le chef de l'État, et on l'injurie. Et imaginez que le chef d'État s'en va garer sa voiture, il descend de sa voiture, il enlève sa veste, il retrousse les manches, il se met à se bagarrer. Ouais, ça vous a fait rire. Ça fait rire. Ça fait rire parce que, entre les deux, qui s'est rabaissé? C'est le chef d'État qui se serait rabaissé. Donc, l'estime de soi commence par un petit exemple, par cette petite histoire que j'ai l'habitude de raconter. Quand vous êtes sûr que vous valez plus que la personne qui vous a injurié, quand vous vous dites, ma réaction ne va rien m'apporter, je n'ai rien à y gagner, et ce que je vais faire tout de suite ne contribuera qu'à me rabaisser, alors tout de suite dans votre mentalité, vous allez vous dire, ça ne sert à rien de lui répondre, il vaut mieux que je le laisse partir, parce que je suis persuadé que je vaux mieux que lui. Ce qu'il a fait, je ne le ferai pas. Une personne bien éduquée, une personne bien élevée, ne peut pas réagir, ne se donne pas en spectacle. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que la violence, c'est l'âme des faibles. La violence, c'est l'âme des... Vous savez, et les hommes, je profite tout de suite pour leur dire ceci. Quand vous avez envie de vous bagarrer, n'allez pas vous bagarrer avec une personne qui est physiquement plus faible que vous. Quand vous savez que en matière de force, vous êtes déjà supérieur à la personne. Vous voulez gagner quoi? Quelle gloire? On dit comment on dit la citation là? On dit à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous voulez vous battre, vous voulez de la gloire en quoi? En se battant contre. Si vous avez l'habitude, vous voulez vous battre contre quelqu'un, allez chercher un homme, allez chercher quelqu'un de votre gabarit qui peut vous cogner. Alors si vous gagnez, vous saurez que bon, vous avez gagné quelque chose. On ne s'en prend pas à une personne quand on sait que la personne est plus faible que soi physiquement. Alors, mais ce que l'autodéfense va faire, l'autodéfense va donner de la carapace, ça va donner des muscles, ça va donner une force morale, une force physique et de la personnalité à la femme. Et face aux agressions, à toute forme d'agression, la femme sera capable de fixer ses limites, elle sera capable de dire non, c'est non. Alors là, ça c'est du point de vue verbal, donc il faut formater la mentalité, il faut rendre les gens vraiment forts dans la tête. Voilà. Maintenant, physiquement, il y a quand même qu'on se retrouve dans ces genres de conditions où peut-être la personne est armée, mais même et qui se retrouve devant vous. Quelles sont ces techniques-là que vous apprenez à ces femmes-là pour pouvoir se défendre, pour pouvoir se sauver des mailles d'une agression? Alors, je vous dis tout de suite que quand on veut donner les cours d'autodéfense, il y a une rubrique qu'on appelle les armes de la femme. D'accord. Vous savez, quand une femme qui est debout, elle a des armes naturelles et il y a des armes occasionnelles. Donc, on va citer les armes naturelles. Je vais peut-être donner 2 ou 3 exemples. On ne va pas rentrer dans la profondeur des cours. Non. Les armes naturelles de la femme, au nombre de ces armes, nous pouvons citer son charme, le corps de la femme et la présentation de la femme. Le fait qu'elle soit une femme, c'est une âme puissante. Vous savez, avec la femme, on a pu mettre la main sur beaucoup de délinquants. Les grands hommes qui arrivent à échapper aux mailles de la justice, qui se maquillent et qu'on n'arrive pas à retrouver avec une femme, on peut les sortir de leur trou et les prendre. La femme est une âme. Il ne faut pas jouer avec. Deuxième âme de la femme, c'est le cri. Quand la femme arrive à crier, c'est-à-dire quand elle est face à une agression, vous savez, chez nous à Cotonou ici, les cris sont une âme. Quand quelqu'un va voler une moto ou bien quelqu'un s'en va voler un objet et qu'une personne commence par crier olé, vous voyez ce que ça fait? Tout le monde sort. Et le voleur, à 90%, est anéanti. Donc, les cris, c'est une âme. Quand on vous agresse, vous n'avez pas intérêt à vous taire. Les cris, on peut les utiliser en défensive comme en attaque. Vous savez, chez les pratiquants des arts martiaux comme nous, quand on veut frapper un cri, les cris pour pouvoir déboussoler, désorienter, même dans les armées. Quand on dit charger, on veut aller charger, on va affronter. On crie, tout le monde crie pour dissuader et tout. Et une autre arme, c'est les dents. La femme peut faire usage des dents.
Des dents? Oui, de ses dents. Ah oui. Elle peut faire usage de ses Mordre, dents. c'est ça, vous voulez Elle peut dire? mordre sérieusement et il y a des endroits qu'il faut mordre justement. La femme peut faire usage de ses griffes, elle peut faire usage de ses coudes, elle peut faire usage de ses genoux. Donc, et la manière dont elle doit l'utiliser, les parties sur lesquelles elle doit l'utiliser, on le Donc, on c'est le ça, c'est sur ce que vous insistez. on insiste sur ça parce qu'il faut faire attention de ne pas former une femme qui va passer de la victime à l'agresseur. La loi punit. Vous pouvez être en état de légitime défense et vous retrouver derrière les barreaux. Quand vous avez déjà mis hors d'état de nuire votre adversaire, vous pensez qu'il est dit, vous l'avez vu déjà, il est déjà faible et que vous l'achevez, vous ne voulez plus relâcher, vous allez passer rapidement de la victime à l'agresseur. Là, c'est la prison garantie. Donc, on fait attention de ne pas leur enseigner ces choses qui vont les obliger à charger, à continuer par tabasser au point de tuer ou bien au point de blesser gravement. Parce que l'autodéfense dit, dès lors que vous avez appliqué la première technique, que vous voyez que l'adversaire a autant de vous fuyez. La meilleure façon de s'autodéfendre, c'est de fuir aussi. Donc, on parlait des armes. Il y a les armes occasionnelles. Vous savez, toutes les femmes ont ce qu'on appelle un petit sac de maquillage. D'accord? Dans le petit sac de maquillage, il y a un miroir. D'accord? Quand elles sont face à une agression, elles peuvent casser rapidement. Il y a une manière de casser le miroir. Et elles s'emparent d'une partie du miroir cassé. C'est déjà une arme. Quand il y a quelque chose qu'elles utilisent pour juste pour dissuader, hein, oui, pour dissuader. Pas forcément pour blesser. Pas forcément pour blesser, Okay. Qu'on appelle pied de girafe, elle peut l'utiliser. Il y a le portable. Il y a une manière de tenir le portable. Le portable est une arme occasionnelle. Il y a la télécommande qu'on utilise généralement au salon qui peut servir d'arme occasionnelle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent servir d'arme occasionnelle. L'environnement de la femme, quand vous avez du sable à côté, quand vous avez des pierres à côté, quand vous avez de l'eau chaude, quand vous avez du piment, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir d'arme occasionnelle. Il suffit qu'on leur montre comment utiliser l'arme occasionnelle et l'agresseur systématiquement recule parce qu'il voit que ce que cette femme tient, si jamais elle en fait usage sur moi, je vais m'en sortir, je vais y laisser des plumes. Ouais. Donc, on enseigne les armes occasionnelles, on enseigne les armes naturelles et on prend soin de leur enseigner comment gérer sa colère. Okay. La colère, c'est une chose, c'est une émotion, c'est un état d'âme, d'accord? Et lorsque vous ne savez pas gérer votre colère, vous pouvez faire très mal. Très mal. La colère elle-même, en elle-même, n'est pas une bonne chose sur la santé de celui de la personne qui se met en colère. Parce que quand vous êtes en colère, vous perdez totalement le sens du discernement. Vous pouvez blesser quelqu'un, vous pouvez poser des actes que vous allez regretter, vous pouveux tomber malade, vous pouvez souffrir de l'ulcère. Je pense que ce sont des techniques qui peuvent vraiment aider les uns, les femmes, que les hommes également. Les femmes et les hommes. Parce que j'en profite pour dire, oui. Les hommes, quand quand on envoie les femmes faire l'autodéfense, ce n'est pas pour qu'elles deviennent des femmes insoumises. Non. Faire l'autodéfense ne veut pas dire qu'on est une femme qui prend des ailes et puis on devient insoumise. L'autodéfense va plutôt enseigner à vos femmes à être plus calmes, plus tendres, plus respectueuses. Et ces femmes qui sont souvent colériques et qui ne savent pas retenir leur langue, quand on les agresse, sauront se maîtriser. Voilà. Merci beaucoup à vous, Bérenger Fabromont. Je rappelle que vous êtes coach en autodéfense. Merci pour toute cette technique enseignée. Merci à vous. Merci. Et du courage pour votre initiative. Merci. On va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Et cette fois-ci, ce sera en beauté, tout simplement. On parle de la décoration événementielle. Bienvenue sur Beauté au pluriel. Aujourd'hui, nous parlons d'un secret, d'un des secrets de la beauté des fêtes. Il s'agit bien sûr de la décoration événementielle. On va vous présenter toutes ces techniques-là et comment on choisit les couleurs pour embellir l'environnement de vos événements, de vos fêtes, de vos réjouissances. On suit d'abord cet élément, cet commentaire sur image signé Fulgencia Rontonji et présenté par Yasmine Damata. Le cadre et le décor sont les premières choses qui attirent l'attention lors d'un événement. Donner du charme au lieu de réception et rendre votre événement mémorable, c'est le rôle du décorateur événementiel. Il se place au cœur du projet, imagine et le planifie jusqu'à sa réalisation. Il accompagne le client et doit être capable de le faire rêver.
Le professionnel s'occupe des accessoires tels que les tables, les chaises, les valses, fleurs, rubans et autres. Compte tenu de la multiplicité des compétences, le décorateur fait appel à d'autres prestataires spécialisés avec lesquels il travaille en étroite collaboration. Quant au budget, il varie d'un événement à un autre. Le métier de décorateur événementiel offre également la possibilité de rencontrer des gens de toutes les couches de la société et d'élargir son carnet d'adresses. Oui, la décoration événementielle est un métier qui a pris et qui marche bien au Bénin, on peut le dire ainsi, et on rend déjà en plateau une des professionnelles de la décoration événementielle. Il s'agit bien sûr de Marianne Agbazaou, qui est décoratrice. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir pour moi. Ah oui, plaisir partagé. Bonsoir à vous, Fulien Siamoutondi. Bonsoir, Asioma. Je vais très bien. Ah oui, un plaisir de vous retrouver sur ce plateau avec beaucoup de beauté, beaucoup de gaieté, beaucoup de joie aussi, puisque c'est un des secrets de la beauté des fêtes que nous présentons à nos téléspectateurs ce soir. Ah oui, tout à fait, Asioma. Vous avez déjà planté le décor. Aujourd'hui, nous allons parler de décoration événementielle. Et pour ce faire, nous avons invité une décoratrice, pas des moindres, de taille, Marianne Agbazaou. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous? Ça va bien. Alors, pour commencer, dites-nous, est-ce qu'on peut organiser un événement aujourd'hui sans faire appel à un décorateur événementiel? Je dirais déjà, c'est pas possible d'organiser un événement, d'avoir un événement assez réussi sans passer par la décoration. Parce que c'est la décoration qui fait la fête, c'est la décoration qui crée autour de vos invités cet espace féerique-là. Et c'est sur la décoration que va s'attarder vos invités. Parfois, on entend certains invités dire « rien que la décoration, ça nous a tués ». Mais je peux y aller, quand la décoration est belle, je peux ne pas manger. Donc, on constate que la décoration, elle est très importante pour un événement. On en profite pour faire des selfies. Voilà, les photos, voilà, pour montrer le cadre et tout. Voilà. Ah oui, j'y étais. Donc, tout ça, ça entre dans la beauté de l'événement. Okay. Donc, on comprend que vous êtes devenu incontournable dans le monde de l'événementiel. Alors, quels sont les types d'événements auxquels vous êtes souvent conviés? Toutes sortes d'événements, les mariages, communions, les baptêmes, les anniversaires, les conférences, les enterrements, les shootings, toutes sortes d'événements. Et lors de vos premiers entretiens, qui choisit le thème? Est-ce que c'est le décorateur qui choisit ou bien c'est le client même? Il faut dire qu'il y a certains clients qui viennent vers vous déjà avec une idée très claire de ce qu'ils désirent. Il vient déjà avec son thème, il sait de manière très claire ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Mais il y a certains clients qui ne s'y connaissent pas trop, donc là vous êtes obligé de les aider à choisir leur thème. Pour choisir le thème, nous pouvons partir de la passion du client, une de ses passions, de ses hobbies, de ses distractions. Par exemple, pour un client qui vous dit qu'il aime le voyage, la nature, on peut pencher sur une décoration ayant trait au paysage, la verdure, voilà un peu. Et pour un mariage, vous préférez quoi? Pour un mariage, moi je rêvais pour un mariage blanc doré. Ok. Simplement. Pas du rouge, pas du rose. Non, du blanc et du doré, ça fait classe et puis assez sobre. Alors dites-moi, la décoration événementielle, est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Bien sûr, la décoration est à la portée de toutes les bourses parce que la facturation varie selon le genre de l'événement, selon la taille de l'événement, le genre de choses que désire le client. Il faut dire aussi que nous travaillons selon le budget du client. Donc, quel que soit le budget, le client vient vers vous, il aura forcément une décoration. Peut-être pas forcément ce que vous auriez souhaité, une décoration wow, une décoration de classe, mais quand même, il sera satisfait. Et pour le jour de son anniversaire, par exemple, si je décide d'offrir une fête surprise à Sion, par exemple, je peux prendre combien? Vous allez me prendre combien, par exemple? Ça dépend de ce que vous voulez. Ça peut aller de combien à combien? Donnez-nous, c'est pas approximativement un prix, voilà. Déjà avec 20 000, on peut faire une décoration. Déjà, assurément. Ne vous en faites pas. 20 000, on peut pour faire votre une anniversaire. Il faut être sûr que ce ne sera pas comme une décoration de 100 000 par exemple. Ok. Donc tout dépend de ce qu'on aura utilisé. Des accessoires. Voilà, les accessoires. Alors, comment devient-on alors décorateur d'événementiel? Pour devenir décorateur, il faut déjà avoir une passion pour le métier.
avoir du goût, de l'esthétique, être très curieux, être créatif. Oui. Et avec toutes ces qualités, il vous sera plus facile de vous intégrer dans le métier. Vous irez suivre une formation et puis voilà. Donc ça s'apprend carrément. Oui. On ne se lève pas. Non, on ne se lève pas. pas. Non, on ne s'improvise pas décorateur. Il faut déjà avoir ce don-là. Voilà. Que ce soit inné en vous. Sinon, c'est clair qu'il y aura une différence entre quelqu'un qui est passionné et quelqu'un qui veut le faire juste pour le faire. C'est clair. Vous venez de dire qu'il faut suivre une formation. Est-ce que le métier aujourd'hui, ça nourrit son homme au Bénin? Bien sûr, ça nourrit son homme. Il faut dire qu'au départ, ça a été un peu compliqué parce que les Béninois n'arrivaient pas à mettre la décoration au premier rang. C'est quand ils finissaient de gérer le traiteur, la salle et tout. Après, on pense maintenant aux décorateurs. Et quand ils viennent vers vous, vous leur dites un prix, ils vous disent qu'il ne leur reste que peut-être que... Bon, je donne un exemple, 50 000 pour la déco. Là, vous êtes limité. Très limité. Mais avec le temps, on remarque qu'ils ont compris que la décoration fait partie de la fête. Donc, de plus en plus, ça passe. Et puis... Donc, aujourd'hui, on constate qu'il n'y a plus pratiquement d'événements sans décoration. Non, il n'y a plus d'événements sans décoration. Il y a forcément une petite touche de décoration. De décoration. Oui. Ah ouais. Et c'est vous qui assurez tout ça? Bien sûr. On fait de notre mieux. Alors, est-ce qu'il arrive que vous ayez de problèmes avec le client, que le client ne soit pas satisfait de ce que vous lui offrez comme décoration? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà un cas pareil? Très rarement. Je peux dire au début. Tout au début, parce qu'il y avait un problème d'expérience et tout. Mais je peux dire que pour qu'il n'y ait pas de malentendu à la fin avec le client, tout part du départ. Le premier entretien, il faut déjà écouter le client de A à Z avant de pouvoir lui faire vos propositions. Voilà. Parce que parfois, on a l'impression de l'avoir compris, mais ce n'est pas ça. Donc, l'écouter, lui faire les propositions, noter tout ce qu'il aura à dire, revenir sur ça, faire le point et être sûr vraiment que c'est ce sur quoi vous êtes entendu. Si possible, vous lui faites signer la fiche récapitulative de tout ce que vous avez eu à dire. Et là, après, lorsqu'il a des gars, il sait que lui-même, il a signé. Et puis, qui prouve que exactement c'était entendu sur ça. C'est ça. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le choix du thème dépend en tout cas du client. Oui. Est-ce que c'est également lié à l'événement, au type d'événement, mariage? Bien sûr, c'est aussi lié à l'événement. Parce qu'il y a certaines décorations qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire la même décoration pour un mariage et pour un anniversaire. Pour un anniversaire. Voilà. Et ça dépend également des... Pardon, vous savez, chez nous au Bénin, la réalité, c'est que quand il y a un enterrement ou quand il y a un mariage, on choisit quand même les pagnes, les tissus pour pouvoir... pour soutenir quand même de plus en plus, nous remarquons que les gens préfèrent une décoration qui va avec le tissu qui a été choisi pour le mariage. Pour le mariage. Voilà. Donc, ils aiment bien qu'on choisisse l'une des couleurs qui se trouve dans le tissu pour faire la décoration. Mais le tout ne suffit pas de choisir. Si la décoratrice voit que ça ne pourra pas aller, elle peut... essayer de manager le client. De manager le client, parce que le tout ne suffit pas de choisir les couleurs qui sont dans le tissu pour la décoration. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Quelles doivent être les qualités d'un décorateur? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'écoute. Il faut développer l'écoute. Il faut écouter son client et savoir ce qu'il veut. Le décorateur doit être très patient avec son client, développer l'esprit d'écoute et de la psychologie pour bien comprendre ses clients, afin de leur proposer des décorations personnalisées. Alors c'est vrai, parce que vous imaginez, Assume, il y a la famille, il y a le beau-frère, il y a la belle-mère qui est là. Chacun a son mot à dire. Vous choisissez, après c'est mamie qui vient dire non, telle couleur, c'est flashy, il faut changer et tout. Donc il faut être très patient avec les clients. Oui, parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de tirer sur la même couleur. Tantôt, on dit ça va. Tantôt, ça change. Et après, on vous appelle au téléphone pour vous dire, écoutez, la couleur qu'on a choisie, la veille de l'événement. Voilà, c'est fréquent. C'est fréquent. Mais bon, on les comprend, c'est un événement et tout. Voilà. Mais Assume, je ne sais pas si vous avez constaté, sur la toile, il y a plusieurs formations aujourd'hui qu'on organise à l'intention des femmes qui veulent bien s'essayer dans le domaine. Est-ce qu'on peut dire que le métier est pourvoyeur d'emploi?
Bien sûr, le métier est prometteur. C'est prometteur. Oui. Voilà. Aujourd'hui, c'est prometteur. Oui, je peux m'engager, moi, par exemple, Il faut venir déjà avoir la passion pour ça. Là, ce sera plus facile pour vous de vous en sortir. Ok, Asioma, c'est déjà dit. Je vais m'y mettre. Je vais prendre déjà le contact de Marianne Agbazarou pour m'y essayer aussi. J'attends ma surprise. Ah, pour votre anniversaire. Vous l'avez dit. Mais là, Là, ce c'est sera une une surprise. C'est une promesse. Et donc, c'est Ça une sera dette. réalisé. En tout cas, je serai là. Merci beaucoup à vous, Marianne. Merci. D'être venue à très très bientôt. Ok. On va rejoindre Estelle Pazou dans la rédaction de BB24. Avec elle, on va suivre l'actualité du développement. C'est le journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Missebo n'est pas au mieux de sa forme. Au lieu des acheteurs, ce sont les vendeurs eux-mêmes qui animent le marché de friperie, constat dans ce journal. Attaques de courte durée, convulsions violentes, ce sont quelques-unes des manifestations de l'épilepsie. Elles touchent des millions de personnes en Afrique, mais il existe des remèdes. Et puis, Incompris, c'est le titre du film qui a reçu le premier prix des films d'école au FESPACO. Jaurès Koupé-Medi, le réalisateur, revient sur son œuvre dans ce journal. La friperie draine de moins en moins du monde. Plutôt que les acheteurs, ce sont les grossistes et détaillants eux-mêmes qui animent le marché de vêtements d'occasion. Du coup, le chiffre d'affaires connaît une baisse à Missebo. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat. Missebo, quand ce marché était dans sa gloire, le business, ça marchait ici correctement. Le business des vêtements de seconde main a pris ses racines ici, à Missebo. Sous les rangas précaires et dans les allées du marché, des vendeurs et acheteurs animent ce lieu d'échange commercial de la friperie. Si vous voulez des friperies de premier choix, bon, ce que nous faisons, c'est ça. Donc, c'est dans l'ordre de 2000 jusqu'à 5000, voire même 10 000, des fois même au-delà. Parce que c'est des choses de qualité, des choses hors saison de l'Europe qu'on évacue des magasins qui sont encore à l'état neuf. À Missebo, la friperie occupe depuis plus d'une trentaine d'années des hommes et des femmes de tous les âges. Ici, chaque acteur du marché crée son commerce. Disons, ma spécialité, c'est les 3 quarts. Je suis spécial en 3 quarts, n'importe quel genre de 3 quarts. Les 3 quarts de qualité, hein, parce qu'il y a culotte dans culotte. Donc, il ne s'agit pas de venir à Missebo pour prendre n'importe quoi pour dire que vous avez payé culotte ou bien vous avez pris 3 quarts. Il y a 3 quarts dans 3 quarts. Donc c'est ce genre de 3 quarts que moi j'ai l'habitude de vendre. Des négociateurs de vêtements, c'est le métier de ces jeunes Béninois à Missebo. Ils sont souvent positionnés à l'entrée du marché avec quelques fripes en main. Ils séduisent les clients et les orientent vers les destinations de leur choix. Ceux-là vivent de ça. Ils vivent de ça, c'est leur job. Ils viennent et c'est l'accueil. Ils sont à l'entrée, ils vous accueillent et ils vous orientent vers un vendeur pour vous aider à vite acheter, pour ne pas perdre beaucoup de temps à chercher un peu partout. Ils vous orientent. Ils sont un peu comme des guides dans le marché. Le marché de friperie donne également de l'emploi aux couturiers. Leur tâche consiste à rapiécer et à refaire en un temps record tout type de vêtements. Des couturiers d'occasion et de proximité qui font leur chou gras à travers cette couture de la friperie. Il y a parfois, tu peux venir sans travail, tu vas rester, manger sans payer même pour partir à la maison. Il y a les jours que tu peux venir gagner, au moins par jour tu peux gagner 2000, 5000. Il y a les moments tu peux gagner plus que ça. Ce commerce a des impacts positifs sur le quotidien des Béninois qui s'y adonnent. Un commerce informel, d'une manière ou d'une autre, qui influe sur l'économie nationale.
Maladie chronique du cerveau qui met en suractivité les neurones, l'épilepsie est considérée comme une maladie honteuse qui touche plus de 10 millions de personnes en Afrique. Heureuse d'Anondé revient ici sur les causes, les manifestations et les remèdes de cette maladie. Je vous propose de suivre. J'étais plus très loin de la maison quand tout à coup, je me suis senti tout bizarre et bam, je suis tombée par terre. Criser ou attaquer par surprise, c'est ce que signifie l'épilepsie et c'est ainsi qu'elle agit. À tout moment et par surprise, l'épilepsie attaque l'individu atteint et l'immunise. Les populations la considèrent alors comme une maladie surnaturelle, témoignant de la colère des dieux à travers un individu. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épilepsie est une maladie chronique du cerveau. 1% de la population en souffre dans le monde, soit plus de 50 millions de personnes, dont 10 millions en Afrique, y compris au Bénin, où la maladie est fréquente dans tous les départements du pays. Pour les neurologues spécialistes du mal, il existe une vingtaine d'épilepsies avec des symptômes différents, notamment la photosensibilité générée par une succession de flashs lumineux qui provoque la crise. Et la forme d'épilepsie la plus fréquente est l'épilepsie généralisée tonico-clonique que témoignent ces images. D'un coup, tous les neurones s'activent, le cerveau est saturé, le malade perd connaissance, tous ses muscles sont stimulés et il devient tout raide. Après quelques secondes, ses muscles sont en convulsion. À la fin de la crise, l'épileptique met plusieurs minutes pour retrouver ses esprits. Longtemps considérée comme une infection contagieuse, une punition divine ou encore une possession démoniaque, l'épilepsie apparaît aux yeux de la population comme une maladie honteuse et déshonorante. Quand bien même que le traitement soit efficace à 75% en milieu hospitalier et supprime toutes les crises. Aujourd'hui, l'épilepsie se heurte à deux difficultés. L'accès aux soins très difficile dans les pays comme le Bénin et les superstitions. Incompris, c'est le titre du film qui a reçu le premier prix du film d'école au FESPACO. C'est un court-métrage réalisé par un étudiant béninois. La trame, un jeune bachelier qui décide de poursuivre ses études dans les arts plastiques. Dans l'extrait que vous allez suivre, le réalisateur parle de ses sentiments et des secrets qui, selon lui, ont conduit à cette distinction. Il est au micro de Jérôme Humbo et Alexis Queneau. Félicitations pour ta brillante réussite au bac, Brian. Merci papa, je vous la dois. Malgré ton état de santé précaire, tu as persévéré. Et tu as déjà fait le choix de ta filière? Oui papa, je veux étudier les arts plastiques. Les arts plastiques? Oui, je veux devenir un grand artiste comme Picasso. Ah non, je ne crois pas que ce soit un bon choix. Le titre de mon film c'est Incompris. Incompris qui est un court-métrage de 13 minutes 30 secondes. C'est un immense plaisir pour moi. C'est un honneur, parce que c'est quand même les couleurs nationales qui ont été représentées à Ouagadougou pour ceux qui contenaient du FESPACO. Et pour quiconque, avoir des retours positifs, ça a toujours été une grande joie. Et je profite de l'occasion déjà pour dire un grand merci à cette école qui m'a formé, l'ISMA, parce que je suis allé en catégorie film d'école et j'ai eu le premier prix. Donc c'est un immense plaisir pour moi, un honneur, une grande joie pour cette école, pour la nation et pour toute cette équipe qui a quand même œuvré pour la réalisation de ce film. Dès que vous avez de la détermination, vous avez un objectif, vous avez un but et que vous vous battez pour ce but, vous y arrivez forcément. Il n'y a pas de raison à ce que la détermination joigne la passion donne zéro. Ce n'est pas possible. Et l'autre chose, c'est qu'il faut surtout apprendre des erreurs des autres. Il ne faut pas attendre de faire l'erreur que tout le monde fait. Quand vous avez la chance de voir des gens, je dis la chance parce que c'est pas toujours on voit des gens qui font des erreurs. Donc, dès que vous avez l'opportunité de voir des personnes qui
vont faire ce que vous avez envie de faire. Il faut s'asseoir, tirer de ces personnes-là ce qui a corrigé, ce qui a complété, et c'est ce qui fera votre force quand même. Je suis incompris, incompris. Et puis toujours au FESPACO, les talons d'or est revenu au Rwandais Joël Kerekezi. Son film La malédiction de la jungle retrace les affrontements entre groupes armés et forces régulières du Rwanda. La remise des prix épilogue de cette édition du FESPACO a eu lieu en présence des présidents rwandais et burkinabés. Voici le reportage de nos confrères de la radio-télévision sénégalaise. Après Alain Gomis, Joël Kerekezi, les talons d'or du Yenanga pour le Rwandais pour son film La malédiction de la jungle. Le réalisateur nous plonge dans la vaste forêt du Congo où groupes armés et forces régulières s'affrontent. Le message, c'est simple, c'est notre Afrique, elle est belle. On doit continuer à se développer, à vivre en paix. Le Rwanda remporte cette prestigieuse distinction du FESPACO alors que son pays est l'invité d'honneur de cette 26e édition. Le cinéma nord-africain s'impose également avec les talons d'argent à l'Égyptien Khaled Youssef pour son film Carmen et le bronze au Tunisien Mahmoud Ben Mahmoud pour Fatwa. Côté court, le Sénégal rafle les poulains d'argent et de bronze. Je rends grâce à Dieu. Parce que avant tout, c'est lui qui m'a permis d'avoir le poulain d'argent. Et voilà, je pense que je viens de réaliser un de mes rêves. C'est pour le Sénégal, c'est pour la femme, parce que le prix pour la CEDEAO, c'est un prix pour la femme de la CEDEAO. Et là, poulain d'or, c'est magnifique. On espère vraiment, vraiment que le FOPICA sera relancé grâce à ce prix de Khadija Toussou et de moi-même, ces prix-là, parce que c'est pour tout le Sénégal. Et on est très contents. Des films qui ont donc reçu le soutien du Fonds de promotion cinématographique du Sénégal. Le FOPICA, on remercie en chef le chef de l'État, son ministre de la Culture, parce qu'aujourd'hui le FOPICA a financé 60% du film, ce qui est exceptionnel. Ensuite, il y a l'OIF, il y a l'Institut français et également Sénécap que je dirige. Clap de fin donc de la 26e édition du FESPACO qui coïncide donc cette année avec le 50e. Alain Gomis a passé donc le témoin à Joël Kerekezi, le Rwandais donc Joël Kerekezi, qui a les talons d'or donc du Yenanga, Ndeja pour la radio-télévision sénégalaise. La Banque centrale du Kenya a annoncé l'émission d'une obligation pour financer des projets d'infrastructure. Ceci en vue de lever 500 millions de dollars, soit 275 milliards de francs CFA. Elle démarre ce mois et devrait avoir une maturité de 25 ans. Elle va permettre de financer des projets dans le domaine de l'énergie, des transports et de l'eau. Les investisseurs sont autorisés à investir entre 1 000 et 200 000 dollars, soit au plus 110 millions de francs CFA. Seules les sociétés d'État, les agences gouvernementales semi-autonomes et les universités publiques sont autorisées à dépasser cette limite. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour la présentation du journal. Rendez-vous demain, 19h45 exactement, pour une autre édition. Le grand rendez-vous va continuer pour le compte de ce soir. On va retrouver Agnat Onifadebelo pour Autant Savoir. Les médias au service du respect du droit des enfants. Voilà donc le sujet à débattre ce soir avec Agnat Bello. Dans un instant, on va la retrouver. On suit d'abord ce commentaire sur image. La Convention internationale des droits de l'enfant est un texte de 44 articles adopté par les Nations unies. Elle affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais aussi une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né.
Il a aussi le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer. Cette loi a été ratifiée par 191 pays sur 193. Seules la Somalie et les États-Unis ont refusé de s'engager. Malgré ce test, beaucoup reste à faire en ce qui concerne les droits des enfants. Les promouvoir, c'est tout d'abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin que tous puissent y accéder. Certaines organisations œuvrent dans ce sens, c'est le cas de l'UNICEF qui mène différentes actions. L'UNESCO également a toujours accordé une place significative à l'enfant au sein de ses programmes et de ses activités. Celle-ci vise entre autres le développement optimal de la personnalité dès la petite enfance. L'UNICEF a quant à elle publié un rapport annuel en 2015 qui indique qu'un enfant meurt toutes les 3 secondes, sans parler des millions d'enfants privés d'éducation, de soins, de nourriture, d'eau potable, etc. Ce même rapport indique que plus d'1 milliard d'enfants sur Terre souffrent de privations externes liées à la pauvreté, à la guerre et au sida. Parmi les nombreuses œuvres qui agissent pour que soit reconnue la dignité des enfants du monde entier, l'UNICEF est sûrement l'une des plus connues. Les différents médias à travers le monde également s'attellent à promouvoir les droits des enfants, ceci à travers une multitude de programmes. Merci beaucoup à vous, Jennifer Sativi, pour cet élément réalisé. Retour en plateau, on retrouve Agnat Onifade Bello. Bonsoir, Agnat. Bonsoir, Assom Gaba, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Tout à fait normal qu'on vous reçoive sur ce sujet, puisque vous êtes journaliste. Vous aimez aussi beaucoup les enfants. Vous les défendez aussi, pourquoi pas. Et donc, on va parler de votre métier en tant que journaliste, mis donc au service du respect du droit des enfants aujourd'hui. J'aimerais vous poser la question de savoir, en tant que journaliste, est-ce que vous constatez en réalité, vous remarquez que les droits des enfants sont respectés au Bénin? Oui, avant tout, Assom, je voudrais rappeler aux téléspectateurs pourquoi on a choisi ce sujet. Demain, le monde entier célèbre la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Alors pour nous, c'était opportun de pouvoir ouvrir sur le sujet. On devait recevoir quelqu'un de l'UNICEF pour pouvoir nous dire un peu comment ils essaient de mettre les médias à contribution pour la cause des enfants. On les aura probablement demain, si tout va bien. En attendant, Assom Gaba, vous et moi, on est encore à même de pouvoir en parler puisqu'on parle des médias. Donc, j'en reviens à votre question. D'accord. Donc, je me demandais, si je vous demandais, si vous avez fait le constat, si les droits des enfants sont respectés au Bénin. Alors, quand on dit droit des enfants tout de suite, je pense que tant qu'il y a un enfant quelque part qui est brimé, on ne peut pas dire que les droits des enfants en général sont respectés. Pour certains enfants, leurs parents, le fait que nous avons des tests juridiques, nous avons la loi, nous avons des structures. Quand on prend par exemple la branche de la police républicaine qui s'occupe de la protection des enfants, les structures internationales, les ONG, nous avons quand même tout ce qu'il faut pour encadrer la protection des enfants ici au Bénin. Et pourtant, nous avons encore des enfants qui sont dépourvus de certains de leurs droits. Donc, on est encore loin du 100% respect du droit des enfants. C'est vrai qu'il y a une bonne politique qui est donc mise en place pour le respect du droit des enfants seulement. Il ne manque pas les brebis galeuses, il y en a toujours. Qui s'obstinent donc à ne pas respecter le droit de ces enfants. Alors, les tests de loi en faveur des enfants, ce n'est pas ce qui manque, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourtant, comment expliquer alors le fait que certains enfants sont toujours brimés? Oui, c'est parce que ceux qui sont censés les protéger ne sont parfois pas là. Parce que les premiers gardiens de l'enfant, c'est d'abord ses parents. Et parfois, ce sont ses parents même qui briment l'enfant dans son droit. On oublie parfois que cet enfant-là, il a des droits et des droits
qu'on doit respecter. Quand ce sont les géniteurs même de cet enfant, parce que je me dis, le tout ne suffit pas d'être père, d'être mère pour dire qu'on est des parents. Un parent, c'est celui qui protège l'enfant. C'est pourquoi je les appelle géniteurs, qu'ils m'en excusent. Quand nous avons parfois des géniteurs qui sont eux-mêmes source de malheur pour ces enfants, comprenez donc qu'on est encore très loin de la mise en application de ces lois. Quand on a une société parfois qui est complice, qui trouve que l'enfant n'a jamais raison devant son père, donc peu importe ce que le père fait, peu importe ce que la mère fait, l'enfant a toujours tort. À quel moment on protège ses droits véritablement? Donc on se rend compte que ce n'est pas seulement les tests qu'il faut, c'est aussi la sensibilisation, c'est le changement de mentalité, mais c'est parfois aussi la pauvreté, parce que quand on voit dans nos marchés ces enfants-là qui sillonnent les rues avec des poids et des bagages énormes sur la tête, et pourtant il a le droit de manger, il a le droit d'aller à l'école, il a le droit d'avoir une certaine sécurité dans sa vie au quotidien, autant de droits bafoués par tout le monde finalement, puisque parfois la société elle-même est complice. Ah oui, et ça c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est parce que si les droits de ces enfants-là sont brimés, c'est parce que ceux qui doivent les protéger ne sont pas là, et beaucoup comptent désormais donc sur les médias pour participer donc au respect de ces droits-là. Comment mettre en réalité les médias à ce service-là du respect des droits des enfants? D'accord, moi je pense que pour le plus important, ce qui est prioritaire, c'est des plaidoyers à l'endroit des promoteurs des chaînes de télévision, radio et privées, des plaidoyers à l'endroit de ceux qui gèrent les organes publics ici, pour que dans nos différents programmes, on puisse faire des émissions qui montrent un peu tout ce qu'il faut pour un enfant, pour son bien-être. Le code de l'enfant, on le connaît, les droits des enfants, nous les connaissons. Ces différents droits-là, dans nos différentes langues, on doit faire comprendre aux populations que ces enfants, pour eux, ces droits sont des droits fondamentaux. Ce sont des droits fondamentaux. Oui. Est-ce que les médias béninois adhèrent à la cause? Bon, Assom Gaba, déjà, dans le programme et tout le reste. Déjà, je vous répondrai que ce plateau illustre parfaitement le fait qu'il y a des efforts qui sont faits par certains médias. On encourage à ce qu'on y aille. Ce qui est dommage parfois, c'est qu'on a l'impression que la politique prend le dessus sur certains faits qui ne sont pas moins importants. Donc ce serait bien qu'on puisse trouver le juste milieu. Comment s'assurer que sur nos programmes, on puisse écouter l'enfant, on puisse faire la promotion de ses droits, on puisse aller vers ces structures-là, parler de leurs difficultés, à encourager l'enfant à le protéger véritablement. La politique qui prend le dessus, vous l'avez bien dit. Oui, pendant qu'entre politiciens on se dispute ici, il y a quand même des enfants qui sont maltraités. Et donc, il faut penser à eux. Oui, il faut dans penser le à vote eux. des lois et tout le reste. Est-ce qu'on peut faire plus en tant qu'homme de médias? On peut faire plus, on peut s'engager déjà personnellement. Assom Gaba, vous et moi, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous avons une voix qui compte énormément. Je vous vois sur les réseaux sociaux, je vous vois partager des sujets qui sont importants aussi. Donc, ce serait bien que nous-mêmes, journalistes, on se mette dans la danse, qu'on se fasse un peu les défenseurs de ces enfants-là. Des sujets qui nous interpellent, ce n'est pas ça qui manque, autant dans notre entourage immédiat que de l'entourage de nos proches. Ce serait bien qu'on puisse s'y pencher, qu'on ne ferme pas les yeux face à un cas de négligence, face à un cas de violence sur un enfant, face à un enfant qui se voit privé de ses droits. De ses droits. Oui. Alors, le 6 mars, demain, le monde entier va célébrer la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Vous l'avez dit tout à l'heure en annonce au début bien sûr de vos propos. Mais est-ce que c'est une journée de plus? Alors, on ne dira pas une journée de plus parce que déjà, à Assom Gaba, combien sommes-nous à savoir qu'une telle journée existe? Alors, ce n'est pas une journée de plus, puisque c'est l'occasion encore de pouvoir revenir sur la cause de ces enfants. Alors, surtout sur des chaînes où on n'en parle pas tout le temps, c'est le jour où on se penche sur les sujets de ces enfants. Mais je voudrais qu'on sorte des discours creux, je voudrais qu'on sorte des séminaires et ateliers, je voudrais qu'on aille sur le terrain véritablement, comprendre les difficultés, à quel moment on a failli, où est-ce qu'on est tombé, où est-ce que l'enfant ne va pas bien, pour pouvoir les soulager. C'est le jour pour qu'on puisse soulager ces enfants qui souffrent dans nos sociétés. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à vous, Aniatoni Fadi Bello, pour toutes ces explications, votre avis en tant que femme de médias également, et aussi en faveur
des enfants qui nous suivent certainement, des parents également, des géniteurs, parce que vous avez fait la différence entre parents et géniteurs quand même. Oui. Vous avez fait la différence. Être parent, ça ne veut pas dire qu'on est forcément géniteur. Oui. Et être géniteur ne veut pas dire qu'on est forcément parent aussi. Totalement d'accord avec vous, Hachim Daba. C'est ça. Oui. Merci à vous. À très très bientôt. Hein. Oui, on se retrouve encore demain. On se retrouve Hachim déjà Daba. demain avec maintenant un invité. Oui, un expert sur ce plateau. Certainement, Oui. qui va accepter venir surtout pour la cause de ces enfants-là. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on diffuse davantage de messages pouvant amener le changement de comportement au niveau, bien sûr, de ces hommes et femmes qui peut-être ne maîtrisent ou par ignorance briment le droit de ces enfants, de nos enfants. Il le faut en réalité. Et donc demain, on espère bien avoir un spécialiste sur ce plateau. On aura davantage de chiffres, on aura davantage de faits palpables pour pouvoir donc sensibiliser davantage nos téléspectateurs. Merci à vous. Merci à vous. Très bientôt. Le grand rendez-vous, cette fois-ci, on va faire appel à la météo avant de partir. Allez, ce sera donc tout pour ce grand rendez-vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h00 pour notre grand rendez-vous. Bonne soirée.